بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة ولينا معكم Arspace Alum, la chaîne YouTube S Géotechnique. Donc là aujourd'hui on est revenu pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo là concerne, alors on va lancer donc les applications concernant le chapitre résistance au cisaillement des sols. Ok, donc là on va commencer avec la première application. Donc c'est une application très intéressante, plus ou moins basique. Ok, donc là on va essayer de bien s'initier à ce qu'on appelle la résistance au cisaillement des sols. Ok, donc l'application dit comme suit. Donc sur le cercle de mort représentant le comportement d'un sol, l'angle entre la facette de rupture, donc la facette de rupture et la facette principale majeure est égal à 110 degrés. Donc là, je vais vous mettre dans le contexte. Ok, donc là, par exemple, là en fait, on est dans un essai triaxial. Ok, donc là, un essai triaxial. Donc ici, on a une contrainte principale sigma 1. Ok, elle est verticale. Et là, on a une contrainte horizontale. Donc la contrainte principale en fait est confinement, d'accord? Donc c'est sigma 3. Très bien. Donc à un moment donné, donc ce qu'on fait généralement, donc on fixe le sigma 3, on va laisser l'essai triaxial, donc on fixe le sigma 3, donc on l'applique aussi par là, donc sigma 3, et là aussi on a sigma 1. Donc on confine l'échantillon, avec une pression sigma 3 qui reste stable durant tout l'essai. Et on fait augmenter la contrainte principale verticale sigma 1 jusqu'à atteindre la rupture. Okay? Jusqu'à ce qu'il y aura une rupture dans l'échantillon. Okay? Par exemple, si on essaye de créer une ligne de rupture quelconque, par exemple celle-là. Okay? Donc là, on a ce qu'on appelle une rupture. Okay? Donc là, en fait, il y aura un angle qui va se former entre la facette principale majeure. Donc la facette principale majeure, c'est celle-là. Donc ça c'est la facette principale majeure. Pourquoi on l'appelle facette principale majeure? Tout simplement parce que c'est sur cette facette-là qui est appliquée la contrainte majeure. Et celle-là on l'appelle la facette principale mineure. Pourquoi? Parce que c'est sigma 3, parce que sur cette facette est appliquée une contrainte principale mineure, majeure et mineure, parce que sigma 3 est toujours supérieur à, sigma 1 est toujours supérieur à sigma 3. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la facette de rupture. Donc l'angle entre la facette principale majeure et la facette de rupture, voilà. Là, on a un angle alpha. D'accord? Ça, c'est l'angle que fait la facette majeure avec la facette de rupture avec la facette principale majeure. Ok? Très bien. Mais ça, c'est dans une représentation triaxiale. Ok? Dans l'exercice, et là, il ne faut pas se tromper. Parce que l'angle avec 110 degrés, c'est pas alpha. Ok? En réalité, c'est 2 alpha. Pourquoi 2 alpha? Parce que dans l'énoncé de l'application, ils nous ont dit que sur le cercle de mort, okay, le représentant le comportement d'un sol, l'angle est de 110 degrés. Donc c'est dans la représentation de mort. Okay? Donc là, si on le fait vers la représentation de mort, donc ça c'est un repère sigma 2, donc c'est contrainte en fonction des contraintes de cisaillement, contraintes tangentielles. Donc là, si par exemple je dessine par exemple un demi-cercle quelconque, d'accord, très bien, et là je fais passer une ligne intrinsèque ici quelconque, ok, donc là, la facette de rupture, elle se situe ici, ok, donc c'est la tangente du cercle avec la courbe intrinsèque. Très bien. Donc, là, on appelle ça sigma 3. Et là, c'est sigma 1. Ça, c'est les contraintes principales. Il ne faut surtout pas oublier, on dit qu'une contrainte est principale lorsque les contraintes de cisaillement sont nulles. Okay? Donc, lorsque les contraintes de cisaillement sont nulles, la preuve, ici, donc on a ici l'axe des ordonnées, on attend les contraintes de cisaillement. Donc là, sigma 3, elle correspond à un taux égal à 0, et sigma 1 aussi correspond à un taux égal à 0. Parfait. Donc là, j'ai sigma 3 et sigma 1, donc le milieu ici, donc là ça c'est sigma 1 plus sigma 3 sur 2, d'accord? Donc si je trace ici par exemple une droite, voilà, j'en ai 80 degrés, ok? Et je reviens vers l'histoire de l'angle que fait la facette majeure avec la facette de rupture. Donc là, j'ai alpha ici. Dans la représentation dans le cercle de mort,
Là, le alpha devient ici, c'est tout ce cercle-là. Là, c'est 2 alpha. Donc, dans la représentation claire, c'est alpha. Et là, c'est combien? C'est 2 alpha. D'accord? Parce que, pourquoi donc? Parce que pourquoi c'est 2 alpha? Ça, c'est des trucs mathématiques. C'est simple à démontrer ça. Si je joue, parce qu'en réalité, le alpha, il est là. Ok, la représentation de alpha dans le cercle de moi, il est là. Ok, regardez. Voilà. Donc ça, c'est alpha. Si je continue comme le cercle carré, je fais ça. Donc, ça, c'est un rayon. Voilà, bon, je vais pas entrer dans les détails mathématiques. Ok? Donc là, en fait, ça, si ça c'est alpha, donc ça c'est 2 alpha. Très bien. Donc là, je vais pas vous. Donc sigma 3, sigma 1. Très bien. Donc là, c'est 2 alpha. Et là, il faut faire attention. Donc, 2 alpha, ça, c'est 110 degrés. Donc là, vous voyez, ce point-là, j'ai resté quasiment 6 minutes à vous faire un petit rappel de cours, mais ça, ce point-là est vraiment très, très, très important. Ok? Très bien. Donc, revenons à notre question. Bon, la suite de l'énoncé, ils ont dit qu'en fait que sigma 1, la contrainte sigma 1 est égale à 650 kPa et que sigma 3 est égal à 120 kPa. La première question est de déterminer, ok? Donc de déterminer, donc sigma, donc les contraintes normales, donc sigma n et tau n, ok? La rupture. Donc ça veut dire, c'est-à-dire sigma n et tau n. Donc là, si je dis que la rupture s'est manifestée ici, la projection nous donne sigma n selon l'axe sigma et selon l'axe auto, ça nous donne tau n. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment très simple. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est juste sigma n et tau n. Je connais leur formule. On a développé ça dans une précédente vidéo. Sigma n, la formule, donc c'est égal à sigma 1 plus sigma 3 sur 2 plus donc la moyenne, là, donc le milieu de sigma entre sigma 1 et sigma 3. Ensuite, plus sigma 1 moins sigma 3 sur 2, cosinus 2 alpha. Donc cosinus 2 alpha. Tau n est égal à sigma 1 moins sigma 3 sur 2 fois sinus 2 alpha. D'accord? Très bien. Donc là, en fait, moi j'ai sigma 1, j'ai sigma 3. Là aussi, sigma 1, sigma 3, sigma 1, sigma 3. Le 2 alpha ici, le 2 alpha par là, c'est bon, c'est connu. Donc là, en fait, 2 alpha ici, 2 alpha est égal à 110 degrés. C'est bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste venir remplacer ici pour trouver sigma n et combien est tau n. Là, vous pouvez remplacer maintenant sigma 1 et sigma 3 et faire un bon calcul parce qu'il faut vraiment essayer de faire ces exercices avec moi. Ok, ça ne sert à rien juste de voir. Donc là, il faut vraiment s'appliquer ou traiter des exercices théoriques, il faut s'appliquer pour essayer d'avancer. Ok, pour vraiment acquérir un bon niveau, le chapitre des résistances au cisaillement des sols. Très bien. Donc là, on aura sigma n sera égal à, moi je l'ai là, donc c'est tout simplement 294,36 kPa. Ok, donc ça, c'est sigma n, c'est la contrainte normale. Et la contrainte tangentielle, tau n est égal à 249,01 kPa. Voilà. Donc là, on a déterminé sigma n et tau n. D'accord? Excellent. Ça, c'est la première question. En fait, la première question est division en deux. Donc ça, je peux appeler ça, par exemple, c'est A, donc c'est un A. La deuxième partie, ils nous ont demandé au fait de déterminer les caractéristiques mécaniques C et Phi. Donc c'est bon. Là, on a retrouvé sigma n et tau n. Là, ils nous ont demandé de retrouver quoi? La cohésion et l'angle de frottement. Ok? Très bien. Voilà. Donc je disais. Donc là, on va déterminer le C et le Phi. Donc là, on va commencer par le Phi parce que c'est en fait c'est le plus simple à déterminer. Ok? Ouais, c'est quand même parce que c'est très très simple. Donc suivez avec moi. Donc là, regardez, maintenant, on va faire la représentation de mort. Qu'est-ce que j'ai? Graphiquement, le fil هو هذا
où le C, c'est la distance maintenant. Donc ça, tout ça, c'est quoi? C'est le C. Mais mathématiquement, si on suit la géométrie, donc géométriquement parlant, regardez bien, regardez bien. Là, c'est 2 alpha, 110. Donc logiquement ici, c'est 180 moins 2 alpha. Logique. Donc ça, ici, la quantité de c'est 180 moins 2 alpha. On obtient cet angle-là. Ok, parfait. L'angle là, c'est combien? C'est 90. C'est bon. Donc on peut déterminer quoi? On peut déterminer le phi. Donc si ça c'est 90, la somme des deux c'est 90. Parce que la somme des angles d'un triangle c'est 180. Donc là j'ai 90 par là. Et la somme des deux nous donne 90. Donc là, je vais la faire juste ici pour gagner un peu d'espace. Hein. Ok, allez-y. Donc, qu'est-ce que j'ai? Bon, là j'ai phi, l'angle de frottement, plus, donc là, je vais quand même écrire là, donc B, donc la détermination, ok, de C et phi, donc la cohésion ainsi que l'angle de frottement. On commence par l'angle de frottement, ok, d'accord? Donc, on commence par l'angle de frottement. Très bien, donc phi, donc là j'ai phi plus cet angle-là, c'est 180 moins 2 alpha est égal à combien? À 90. Moi, ce que je recherche, je pars à la kamel, donc tout cela, à la kamel, donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai phi égal à 90 moins 180 moins 2 alpha. Pardon, plus 2 alpha. Là, il ne faut pas oublier que 2 alpha est égal à combien? Est égal à 110. Là, 2 alpha est égal à 110. Donc ça, c'est 110. Suivez avec moi. Donc, 110 c'est 90, 200 moins 180 c'est combien? 20. Donc, l'angle de frottement phi est égal à combien? À 20 degrés. Voilà, on a trouvé l'angle de frottement. Qu'est-ce qu'il nous laisse à déterminer maintenant? Il nous laisse à déterminer seulement la cohésion. Okay? Donc là, la cohésion, comment est-ce qu'on va déterminer la cohésion? C'est sympa de déterminer la cohésion. On va utiliser le critère de Mohr-Coulomb. Alors, le fameux critère de Mohr-Coulomb, qu'est-ce qu'il dit? Donc, suivez avec moi là. Donc, là, maintenant, ça c'est B. Donc là, l'angle de frottement c'est bon. Donc, on va maintenant déterminer la cohésion C. Donc, la cohésion est l'angle de frottement. Ok? Allez-y. Donc, le critère de Mohr-Coulomb dit que la résistance au cisaillement, elle est égale à la cohésion plus sigma tangente phi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ok? Regardez bien. Le taux, il compte. Je connais le taux. Je l'ai calculé ici. Le sigma aussi. Je l'ai calculé maintenant. Le phi, je viens de le déterminer. Donc, il reste qu'à déterminer le C. Donc, c'est tout simplement le C sera égal à taux moins sigma tangente phi. C est égal. Alors, taux c'est combien? 294, donc c'est 294,36 moins. Non, le taux c'est 249. Donc c'est 249,01 moins sigma. Sigma c'est 294. Donc c'est 294,36. Excellent. Fois tangente 20. Et là on retrouve une cohésion de 141,07. Ok? Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé l'angle de frottement ainsi que la cohésion. Voilà. Ça, c'est pour la première. Pour la cohésion, en fait, c'est 141,87. Je m'excuse. Ok? Donc, c'est pas 0,7, c'est 87. Ok, parfait, très bien. Donc là, on passe à la deuxième question. La deuxième question, elle est plus ou moins similaire à la première question. Donc, ils nous ont demandé tout simplement de déterminer les composantes normales de la contrainte normale et de la contrainte tangentielle. Ok, contrainte normale et tangentielle. Ok. En revanche, pour une face de rupture de combien? De 10 degrés. Mais chez 110 degrés. Donc 10 degrés. Et là, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a sigma 1 connu, sigma 3 connu. Et le 2 alpha, c'est connu. Donc logiquement, qu'est-ce que je vais utiliser comme formule?
les formules taux n et sigma 1 qu'on vient d'utiliser tout à l'heure. Donc là, je vais vous faire un petit rappel. Donc, sigma 1, donc là, la question c'est déterminer les composantes. Donc, les composantes sigma n et taux n. Sigma n et taux n, on s'était mis d'accord sur le graphique qui va changer le rond. Ça va? Très bien. Taux n pour une facette de rupture inclinée de 10 degrés par rapport à la facette majeure. Ok? Très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc sigma n est égal. Taux n est égal. Moi, c'est bon. D'ailleurs, faut les assimiler. Ils sont très simples. Donc sigma 1 plus sigma 3 sur 2 plus sigma 1 moins sigma 3 sur 2 cosinus 2 alpha. Donc je retiens le dernier. Donc c'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2. J'utilise carta. Donc taux n est égal. Sigma 1 moins sigma 3 sur 2. Au lieu d'utiliser le cosinus, on va utiliser le quoi? Le sinus. Sinus 2 alpha. Donc on va remplacer directement, sauf que le 2 alpha cette fois-ci est égal à combien? Est égal à 10. Ça va? Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc c'est 650 moins 120, ok? Donc c'est 650 moins 120 sur 2 bien sûr, ok? Plus 650 moins 120 sur 2 cosinus 10, d'accord? Et là j'ai 650 plus 100, moins 120 sur 2 sinus combien? Sinus 10. Et là, je vais tout simplement sigma 1, il sera égal à, et taux 1 sera égal à, bien sûr, en KPA et en KPA. Ok? Donc, le sigma 1, il est égal à 654,97, d'accord? Et le taux 1 est égal à 46,01. Donc, c'est 46,01. Il faudra, bien sûr, vérifier ces valeurs-là. Il faudra trouver les valeurs. Ok? Il faut s'appliquer l'équipe. Il faudra s'appliquer, il faudra travailler, d'accord, pour avoir de bons résultats. D'accord? Allez-y. Ça, c'était la deuxième question. Ok, très bien. Passons maintenant à la troisième question. Donc, la troisième question indique que déduire les contraintes principales sigma 1 et sigma 3 pour un solde pulvérulent correspondant. Ok? Donc là, de la question précédente, en fait, on a l'inclinaison qui est de 10 degrés, ok? Donc de alpha est égal à 10. Ok? Donc là, il nous faut une formule où je peux trouver le sigma 1 et le sigma 3. Ok? Donc là, qu'est-ce que j'ai comme formule? Donc là, j'ai ces deux formules-là. Donc c'est le sigma 1 et le taux 1. Je sais que sigma 1 est égal à sigma 1 plus sigma 3 sur 2 plus, sigma 1 moins sigma 3 sur 2 cosinus 2 alpha. Et taux n est égal à sigma 1 moins sigma 3 sur 2 sinus 2 alpha. D'accord? Très bien, excellent. Donc, le 2 alpha, l'inclinaison de la bande là-bas, il est connu. Le 2 alpha là aussi, il est connu. Et le sigma n et le taux 1 aussi, ils sont connus. On les a déterminés à partir de la question précédente. Ok? Donc là, en fait, j'ai deux équations avec seulement deux inconnus. Ok, donc je disais que j'avais deux équations à deux inconnus, donc sigma 1 et sigma 3. Donc on va essayer de développer tout ça pour en extraire le sigma 1 et le sigma 3. Donc on va commencer avec la deuxième la deuxième équation, parce que c'est la plus simple. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire sigma 1 moins sigma 3. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier taux 1 fois 2, donc je vais multiplier 2 là, ok? Et rapporter sinus de alpha dans le dénominateur. Et là, j'aurai quoi? J'aurai 2 fois taux n sur sinus 2 alpha est égal à combien? À sigma 1 moins sigma 3. Donc de là, j'aurai 2 fois le taux n qui est égal à 46,01, donc c'est 42,6,01 sur sinus 2 alpha, donc sur sinus 10 est égal à sigma 1 moins sigma 3. Vous pouvez calculer ça, vous aurez sigma 1 moins sigma 3 qui est égal à, donc c'est 529,5.
92 carré. Donc ça c'est le déviateur, ok? Donc on oublie le carré là, et là j'aurai donc sigma 1 qui est égal à 529,92 plus sigma 3. Ok, donc ça, on va rendre ça 1. Ok, donc l'équation numéro 1. Alors, passons maintenant au développement de la première formule. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai sigma n, ok? Donc là, j'ai sur 2 par ici et aussi totalement ici sur 2. Donc je vais les dénominateurs, je vais multiplier par sigma n, d'accord? Et là, j'aurai quoi? J'aurai 2 fois sigma n qui est égal à sigma 1 plus sigma 3 plus sigma 1 cos de alpha, moins sigma 3 fois cos de alpha. Donc sigma 3 cosinus de alpha. Donc là, l'idée c'est de sortir sigma 1, isoler sigma 1 de sigma 3. Donc là, j'ai sigma 1 ici, sigma 1 ici, et sigma 3 ici, ou sigma 3 maintenant. J'aurai 2 sigma n seront égaux à sigma 1, 1 plus cos de alpha. Ok, donc elle est multipliée par 1, elle est multipliée par cos de alpha. La même chose pour sigma 3, sauf que c'est en moins. Donc ici, c'est fois 1, et là, c'est fois moins cosinus de alpha, multiplié par moins cosinus de alpha. D'accord? Ok, parfait, très bien. Donc là, ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? Là, j'ai 2 fois sigma 1 c'est 654,97. Je fais ma là, 654,97 fois 2, ça va nous donner 1309,94. Donc c'est 1309,94. Très bien. Sigma 1 fois ça, c'est bien sûr, c'est 10 degrés. Là aussi, c'est 10 degrés. 1 plus cosinus 10, ça nous donne 1,981. 84. Donc 1,984 sigma 1 plus 1 moins cosinus 10 nous donne 0 moins avec négatif, donc c'est moins 0,015 sigma 3. Ok, très bien, parfait. Ok, donc là c'est plus 0,015 sigma 3. Très bien. Donc là j'ai la seconde équation. Donc là, qu'est-ce que je vais venir faire? Tout simplement, je vais remplacer le sigma 1, l'équation numéro 1, dans l'équation numéro 2. Donc 1 dans 2, on le trouve. Donc je vais remplacer tout 529,92 plus sigma 3. Je vais venir la remplacer ici. Donc là, j'aurai 1309,94 est égal à 1,984 fois 529,92 plus sigma 3 plus 0,015 sigma 3. Donc là, je vais dire, les sigma 3, je vais les laisser de côté et les numéros, je vais les emmener de ce côté-là. D'accord? En fin de compte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver que 259,96 est égal à 1,999 sigma 3. Et de là, sigma 3 sera égal à 130,04 kPa. Là, on a retrouvé la contrainte principale mineure sigma 3 pour un angle, pour une lecture inclinée, une facette de lecture inclinée de 10 degrés par rapport à la facette majeure. Et sigma 1, on vient tout simplement remplacer la valeur qu'on a trouvée de sigma 3 dans l'équation numéro 1. Et là, on va retrouver sigma 1 sera égal à 659,96 kP. Voilà. Ok, très bien. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait les trois questions, on va prendre la quatrième question maintenant. Donc, qui dit que tracer les cercles de mort des deux sols. En fait, les deux sols là, parce qu'en fait, on a deux sols. Donc, on a le premier sol qui est le Lucé ou le Figaro, ainsi que le deuxième sol qui est un sol plus virulent. Le premier sol, c'est un sol argileux. Okay. Il a une condition de 141. Et un nombre de frottements de 20, mais c'est un sol argileux, ok? Et ça, c'est un sol plus, le deuxième sol, c'est un sol plus virulent, ok? Très bien, plus virulent, donc il a une corrosion de dégradation, d'accord? Très bien, parfait. Maintenant, on va lancer les cercles de moi, c'est très très simple
ça. Donc là, en fait, une fois on a sigma 1 et sigma 3 du premier solde. Donc là, sigma 1, c'est combien ici? 650. Donc 650, on va se le trouver ici. Ok. Et le deuxième, c'est combien? C'est sigma 3, c'est 120. Donc là, 120, voilà, on a 100, 150. Au milieu, c'est 125. Disons, on est à peu près ici. D'accord? Donc là, en fait, on a sigma 3. Et là, on a sigma combien? Sigma 1. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va essayer de trouver le milieu. D'accord? Donc le milieu. Et à l'aide d'un compas, tout simplement, on va essayer de tracer le segment. Donc là, le milieu, c'est de. Donc là, c'est 265. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 265, ouais, 265. Voilà, donc vérifiez-moi cette valeur, ok? Donc là, l'important c'est de trouver bien sûr le milieu, comme je vous dis. Non, c'est impossible, c'est pas 200. Non, non, non. Là, attendez, on est sur 2, là 350, là c'est 35, 385. Voilà, dans 385, dans 350, 400, donc là, après, on va dire que ça va être quelque chose qui va faire ici. Là, avec notre compas, on va faire quelque chose qui va faire comme ça. Ok? Donc là, on va tracer le secteur. D'accord? Donc ça, c'est le premier, bien sûr, qu'on va aussi continuer vers le bas. D'accord? Donc voilà. Ça c'est le premier. Le deuxième cercle de mort, alors le deuxième sol, ça c'est le sol 1. Le deuxième sol, alors on a sigma 3 égale à 130,04, donc c'est 130,04. Donc c'est là, j'ai 125, 130 qui est à peu près ici. Ok, donc là c'est sigma 3 du deuxième sol. Et j'ai 659,86. Donc c'est 659,86, quelque chose qui va faire à peu près ici. Donc ça c'est sigma 1. D'accord? Très bien, parfait. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver encore une autre fois le milieu et dessiner notre cercle. Ok? Comme cela. Voilà. À peu près, voilà. Donc voilà, ça, c'est le sol numéro combien? Numéro 2. Très bien, parfait. Donc voilà, ça c'était l'idée de l'application numéro 1. Donc essayez de refaire ça, que vous allez bien vous appliquer. En attendant, on va faire bien sûr d'autres exercices, plusieurs séries d'exercices. D'accord? Donc voilà les gars, j'espère que vous faites bien, vous avez bien compris les applications. Laissez-moi en commentaire si vous avez bien aimé tout. N'oubliez pas bien sûr de partager au maximum cette vidéo باش الناس كامل تستفاد الناس كامل تتعلم. d'accord. فوالا هذه هي. وفي الاخير كالعاده ما تنسوناش بالترحم على روح ابي الطاهره وثانيك الدعاء الامي والاخت ذلك بالشفاء هكا ودعونا بالخير جماعه. هكا جماعه نتلاقاو ان شاء الله في نوت فيديو. ديسي لا بورتيفو بيان.